Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. On parle vraiment d'immersion totale, tu sais, le vrai, le genre où t'es dans Paris, partout, et tu dois juste, parler français. Tout le temps. Bienvenue sur French Podcast. Bonjour à tous. C'est Charline. Ça va, Emmanuel? Salut Charline, ouais, ça va, super content d'être là. On va se balader dans Paris, mais sans bouger, c'est un peu dingue. Tu me fais penser à cette première fois où je suis arrivé à Paris, franchement, le choc. Tu passes de Lagos à la boulangerie du coin, et là, je pense que j'ai commandé un pain au bug, au lieu de dire pain au lait. La boulangère a levé un sourcil genre « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ?» C'est ce moment gênant, tu vois ? Mais oui, c'est ça, tout le monde a ce moment-là à Paris. Et je trouve, Paris, c'est une salle de classe à ciel ouvert. Juste dans le métro, si t'écoutes vraiment les conversations ou les annonces, tu captes des phrases, des tournures, des accents. Je fais ça encore aujourd'hui. Je sais pas toi, t'écoutes aussi un peu les gens aux arrêts de bus? Tout le temps. Genre, tu captes vite les habitudes. Les marchés aussi, c'est top. Les gens parlent fort, se chambrent sur le prix des tomates, ou alors discutent de la pluie toute la semaine. C'est vivant. Tu te rends compte que le français parlé, c'est pas celui d'Emmanuel. Tu vois, justement, pour progresser, j'adore décrocher des petites phrases, juste en lisant les affiches dans la rue. Je mate toujours les vitrines, regarde les flyers, et franchement, même un menu dans un café, ça compte. Tu remarques direct les petits jeux de mots. Mais, attends, t'as pas trouvé ça dur au début ? Genre, pour oser te lancer, moi, la peur de dire une bêtise, ça m'a bloqué au début. Franchement, t'as déjà eu des moments où tu t'es planté ? Mais tout le temps. Franchement, je me souviens, la première fois que j'ai voulu parler à une libraire, j'ai bafouillé comme pas possible. Au final, j'ai réussi à sortir une demande tout bizarre. Elle m'a souri et m'a dit « C'est parfait, ici, on aime les gens qui essayent. » Donc, vraiment, faut dédramatiser. Ça fait partie du jeu, l'apprentissage, c'est aussi des petites chutes. J'adore quand tu dis ça. Moi, j'apprenais plein d'expressions idiomatiques bizarres. Un jour, j'ai entendu un gars dire « avoir le cafard ». Je croyais, littéralement, qu'il parlait d'un insecte. Mais c'est génial. C'est comme ça qu'on apprend le vrai français, en fait. Ces petites phrases qu'on n'enseigne jamais à l'école, genre « filer à l'anglaise » ou « tomber dans les pommes ». Paris, c'est une mine d'or pour ça. Ouais. Et ce qui change tout, c'est les rencontres. Je conseille grave de rejoindre des groupes de conversation, même si ça fait peur. Genre, à la bibliothèque Mazarine, tu trouves des débats organisés tout le temps. Il y a un club à Bastille aussi où, j'ai parlé, je sais pas combien de langues, en une soirée parce qu'il y avait des apprenants de partout. C'est détendu. Tu bois un café et tu peux juste discuter, faire des fautes, personne te juge. Trop bien. Ça me rappelle un truc. Un après-midi à Montmartre, j'ai vu un touriste complètement paumé devant une carte. Et d'un coup, je l'ai aidé à commander une crêpe. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à discuter pendant 1 heure. Il me demandait c'est quoi être parisien. Tu vois? Et c'est là que tu comprends que la langue, c'est aussi l'identité. C'est pas que des mots appris. Ouais, et tu peux le sentir dans les cafés à thème ou les petits ateliers. Tu vois, genre ceux où on fait de la cuisine ou de la poésie un dimanche après-midi. Ou même les concerts gratuits. Il y a toujours moyen de tchatcher 2 minutes avec quelqu'un qu'on connaissait pas. C'est hyper authentique. Ah oui. Et franchement, Paris t'offre tout pour ça. Genre, participe à un festival, va voir une expo ou une projection de films français. C'est parfait pour enrichir ton vocabulaire. Mais aussi pour piger les références culturelles, les blagues, l'humour parisien qui est spécial parfois. Et bon, si tu t'inscris à un atelier cuisine ou théâtre, c'est vraiment un autre niveau. Tu joues, tu crées des trucs, et là, le français, il rentre sans effort, presque par magie. C'est vrai. Et puis, si t'es du genre un peu geek comme moi, t'as des applis où tu peux traquer tous les événements à Paris ou suivre des groupes de discussion. Comme ça, chaque semaine,
tu trouves un truc différent à faire, ça te pousse à parler, même quand t'as pas envie. Exactement. Et ça crée une vraie routine. Tu t'entraînes sans même t'en rendre compte. Et tu ressens totalement la vibe parisienne, là, dans le moment. Bon, alors, dans le concret, moi, je dis toujours, plonge dans la vie locale. Genre, trouve une petite asso du coin, participe à une brocante ou un tournoi de pétanque. C'est là où tu sors du cadre étudiant et tu chopes le vrai parler du quartier. Et les pas, encore mieux pour papoter. Les Parisiens parlent pas volontiers après l'effort, bizarrement. C'est malin ça. Et, maintenant, sur les réseaux sociaux, ça file tout droit vers les sorties de dernière minute. T'as une appli ou un groupe Facebook pour tout. Et c'est facile de trouver une soirée, un atelier de pâtisserie, même à la dernière minute. C'est spontané. Tu rencontres du monde et ça fait progresser comme jamais. Ouais, et alors, pour rester dans l'ambiance, même chez soi, mater un film français ou écouter un podcast, ça fait grave la différence. Pas besoin d'attendre le prochain cours pour pratiquer. C'est un muscle, faut le bosser tous les jours. Ce qui tue avec Paris, c'est la diversité. Tu veux entendre des accents de partout. Tu vas faire un tour à un festival international ou un marché africain à Château-Rouge. Là, c'est la vraie polyphonie. Et franchement, les ateliers théâtre ou écriture, tu crées, tu joues avec les mots. C'est créatif, tu peux oser. Ouais, et si t'as la fibre, tiens un journal en français ou lance un blog. Même si personne le lit, c'est pas grave, ça te fait réfléchir sur ce que tu veux dire et comment. C'est un super moyen d'ancrer tout ce que t'as entendu ou tenté dans la rue. Et alors, pour finir, tu sais quoi? On a la tech dans la poche. Un petit Duolingo le matin ou un échange sur Tandem avec quelqu'un à Paris, et c'est parti. Tu te fais corriger direct, c'est pas mal. Et en vrai, les forums, ça marche encore. Les groupes Facebook, même si ça paraît old school, ça fait le taf. Tu peux échanger sur tout et n'importe quoi. Et tu fais bosser ton français sans pression. C'est clair. Moi, j'enchaîne les podcasts français. Je note des mots nouveaux sur mon portable. Je pioche des expressions que j'essaie ensuite d'utiliser. Les chaînes YouTube aussi. C'est la planque pour apprendre le slang, les accents régionaux. T'as accès à tout. Faut juste oser plonger. Tu vois? Bon, je crois que c'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de French Podcast. Franchement, prenez Paris comme une salle de classe géante, amusez-vous, tombez, relevez-vous et surtout, parlez, parlez, parlez. On se retrouve très bientôt. Merci Emmanuel, c'était super. Merci à toi, Charline. Toujours un plaisir de papoter avec toi. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, le français, ça se vit, c'est pas juste à apprendre. À la prochaine sur French Podcast. Salut! Écoute la 3e partie de Podcast Salut tout français. le monde, bienvenue sur French Podcast. Moi, c'est Charline, et juste à côté de moi, je suis ravie d'avoir Emmanuel. Alors aujourd'hui, on vous embarque pour un vrai voyage immersif dans le français, mais pas n'importe lequel. Le français qu'on parle à Paris, dans la rue, au bistrot, partout quoi. Oui, c'est exactement ça, Charline. On va déterrer ces petits pièges linguistiques, les expressions qu'on n'apprend jamais à l'école. Tu vois, ce français bizarre qui vient heurter tous les manuels et parfois même, avouons-le, notre ego de bon élève. Je me souviens encore du tout premier mot d'argot entendu dans un métro. Enfin bref, on va parler de tout ce qui fait que parler comme un Parisien, c'est une aventure à part entière. Et on a, comme d'hab, quelques anecdotes un peu gênantes, mais super instructives à partager avec vous. Alors installez-vous bien, un petit café peut-être, ou un croissant. Ah, toujours la touche gourmande. Mais clairement, restez avec nous, ça va être vivant, parfois un peu piquant, mais surtout très humain. Alors, Charline, on débute direct dans le vif avec le choc culturel linguistique. Je crois qu'il y a un véritable fossé entre le français qu'on apprend dans les livres et la vérité du terrain, non ? Moi, j'ai un pote, ingénieur, d'origine ghanéenne, qui pensait vraiment maîtriser le français. Il débarque à Châtelet sur la ligne 4, il entend « Vas-y, t'es ouf, laisse tomber, ça va être Chandmé ». Il n'a rien capté, accent, vitesse, expression, il pensait être sur une autre planète. Mais c'est tellement vrai. Même moi, qui suis pourtant française, j'avoue, la première fois que j'ai commandé un café à Paris, mon accent de Marseille m'a trahi direct. Je croyais commander normal,
Tu sais? Bonjour monsieur, un café s'il vous plaît. Super scolaire. La serveuse me regarde et me lâche hyper vite. Ce sera tout, ma belle. J'ai bugué sur le ma belle et la vitesse. J'ai eu l'impression d'être passé à la moulinette du Parisien. Cela dit, tout le monde tombe un peu dans les mêmes pièges. L'argot, tu le repères jamais, les contractions, les sons avalés. Et faut aussi parler du non-verbal, parce qu'un Parisien, il parle beaucoup avec les yeux et l'attitude. Franchement, faut s'accrocher au début. Et il y a aussi les codes implicites, genre la rapidité. Si tu hésites trop, hop, on passe à la table suivante. Ce qui est drôle, c'est que parfois, c'est fait exprès de tester le nouveau. Tu tiens le rythme ou pas? Ouais, c'est un genre de rite d'entrée en fait. T'apprends à la dure. Alors, le vrai nerf de la guerre, c'est quand tu débarques dans les expressions typiquement parisiennes, c'est ouf, meuf, ou le fameux c'est chanmé. Perso, la première fois, j'ai cru qu'on me parlait d'un truc turc. Chanmé kebab. Non, c'est juste méchant à l'envers, Verlan. Et tout ce petit monde du Verlan, c'est une jungle à part. Tu sais, Charline, moi, ça me rappelle une grosse panique dans une boulangerie. Je voulais acheter une baguette, mais j'avais entendu quelqu'un juste avant demander une ficelle. Donc, je la joue malin. Une ficelle, s'il vous plaît, madame? La boulangère me regarde. Genre... Mais... Vous en êtes... sûr? Et franchement, j'avais pas capté que c'est une sorte bien spécifique, minuscule. Rien à voir avec le pain normal. Tout le monde m'a regardé. Voilà un touriste. Non mais attends, faut le vivre pour comprendre. Il y a aussi les intonations, ce petit ton traînant ou rapide, les « un » ou « bah ouais » de fin de phrase. Et parfois, on essaye d'imiter. J'ai tenté une blague en argot devant des collègues parisiens, pensant faire la maligne. Silence total, flop magistral. Là, tu sais que t'es grillé comme outsider. C'est vrai que, souvent, les Parisiens testent l'authenticité linguistique de façon un peu inconsciente. Ou pas. Enfin, ce petit jeu de « devine si tu fais partie du clan » en fait partie de la culture. Et c'est ce qui rend l'apprentissage si vivant, mais parfois humiliant, sur le moment. Bon, assez parlé des chocs. On passe aux solutions. Les stratégies pour s'intégrer vraiment. Moi, je conseille de se forcer à l'immersion. Par exemple, rien ne vaut traîner dans les cafés de quartier, écouter les podcasts locaux ou même participer à un club. Jeu d'échecs pour moi, of course. Petite anecdote. En tournoi à Paris, le small talk avant la partie valait 10 leçons de français, tu vois. Juste s'asseoir et écouter les blagues, le ton, la gestuelle. T'apprends tout. Carrément. Et il y a un truc qui marche trop bien. Rejoindre une troupe de théâtre amateur. J'ai des amis brésiliens à Belleville. Ils parlaient à peine français en arrivant, et en 3 mois, avec les répétitions, ils étaient dans le jus. C'est tout ou rien. Tu participes ou tu te noies. Mais tu progresses à une vitesse folle. La clé, je trouve, c'est l'attitude. Accepter de galérer, en rire, demander une explication sans honte. Plus tu t'autorises à faire des erreurs, plus tu t'intègres. Et il faut profiter de tous les outils, applis, podcasts de quartier, groupes Facebook. Et laisser tomber la peur du ridicule. On oublie trop souvent que tous les Parisiens sont passés par là, même s'ils font genre. Mais justement, c'est pas qu'une question de mots. Il faut vraiment plonger dans la culture locale, s'imprégner, aller à des expos, des festivals, même de quartier. C'est là que tu chopes le vrai esprit parisien. D'ailleurs, les librairies indépendantes, c'est une mine d'or. Entre 2 bacs à BD, tu écoutes, tu observes, tu récoltes des références culturelles qui se retrouvent jamais dans les livres de grammaire. Grave. Les marchés, surtout le week-end, c'est exceptionnel. Rien que de piétiner entre 2 stands, tu chopes un accent, les gestes, le rythme à la parisienne. Puis, il y a ce style de conversation très direct, mais avec cette sorte d'humour pince sans rire. Il faut tout observer. Je parle même pas du nombre de nouveaux mots que j'ai captés juste en écoutant des vendeurs de fruits se charrier. Et puis l'imitation, c'est le secret.
Essayez leurs gestes, leurs mimiques. Aucun Parisien ne s'en offusque. C'est même un peu flatteur parfois. Bon, sauf si on se moque, là par contre... Ouais, faut éviter la caricature, mais clairement, observer et imiter, c'est le chemin le plus court vers l'authenticité. Alors, maintenant, côté pratique, comment on fait pour s'immerger au quotidien ? Je recommande de se créer des routines, genre avoir ton café préféré, aller régulièrement au marché du coin, repérer les événements locaux. C'est la récurrence qui permet de s'intégrer et de commencer à participer aux vrais échanges, pas juste « bonjour, au revoir ». Complètement. Mais avec la technologie aujourd'hui, on a une chance de fou. Juste en suivant quelques comptes Instagram ou TikTok de Parisiens, on capte le ton, l'humour, les références en temps réel. C'est beaucoup plus vivant que regarder la télé. Et faut pas hésiter à rejoindre des groupes de discussion, des clubs, même virtuels. Je veux dire, au début, t'as l'impression de forcer, mais au bout de quelques rencontres, tout devient naturel. Les meilleures discussions de ma vie ont eu lieu autour d'une galette des rois dans un club mixte expats, choux, locaux. Enfin, la galette n'était pas terrible, mais l'ambiance, c'était du vrai français. Ah, la galette industrielle. Mais les échanges, ça n'a pas de prix. Et c'est ça la clé. Pratiquer, oser, s'ouvrir et se tromper. Mais ensemble, on ne l'a jamais assez répété. Intégrer la culture, c'est tout, sauf accessoire. Aller à une expo photo, à un festival en plein air, même si la météo fait des siennes. Ces moments, c'est des mines à vocabulaire, à anecdotes, à références locales. Et puis, fréquenter des lieux typiques, genre marché, librairie ou club de lecture, ça fait tomber les barrières. C'est là que tu captes les incontournables et que tu crées des liens. Et je crois aussi que c'est dans ces lieux qu'on affine son oreille. Tu sais, le ton du Parisien, un peu sec parfois, mais tellement tranchant et drôle. Je me rappelle d'une expo sur la science-fiction où j'ai parlé avec un passionné, on a passé 20 minutes sur le débat « Est-ce que le mot robotique vient vraiment du tchèque ?» J'ai appris, j'ai ri, j'ai progressé sans m'en rendre compte. C'est le contact, l'énergie locale. Et il faut observer, imiter, mais sans jamais tomber dans la caricature. Prendre le ton, les gestes, mais dans le respect. C'est comme une danse. Tu reprends le rythme de la ville. Ouais, et avec patience, tu finis par vraiment te sentir dedans, même si tu feras toujours des petits faux pas que tu rigoleras après. Écoute la troisième partie de Podcast français. Paris, apprendre le français là-bas, c'est un rêve pour beaucoup. Ah oui, et la ville lumière attire, c'est clair. Des centaines de milliers d'étudiants chaque année. Elle devient une sorte de salle de classe géante. Exactement. Et on a regardé pas mal de choses pour préparer notre discussion aujourd'hui. On a des guides officiels, des infos d'école. C'est ça. On a Campus France, la ville de Paris, mais aussi des écoles comme les cours de civilisation française de la Sorbonne, les fameux CCFS, ou les ateliers FLE. Et pas seulement les sources officielles, on a aussi des blogs, des conseils pratiques. Oui, Frenchy Conversation, Speak Meters, Français Authentique, et même des retours d'étudiants sur des forums comme Reddit, pour avoir un peu le ressenti du terrain. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'offrir une sorte de boussole, pour s'y retrouver. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les cours, comment on s'installe, le budget. Les démarches administratives, parfois un peu complexes. Et puis quelques astuces pour que ça se passe bien. C'est l'idée. Alors on commence par quoi? Peut-être le plus évident, trouver le bon cours de français. C'est un peu la jungle à Paris. C'est un peu ça, oui. Il y a énormément d'offres. Mais on peut essayer de catégoriser un peu. Mhm. D'un côté, on a les institutions, disons, académiques, souvent assez prestigieuses, comme les CCFS à la Sorbonne, par exemple. Oui, la Sorbonne, ça parle à tout le monde. C'est quoi leur approche? Mais là, c'est très structuré. C'est aligné sur les niveaux européens, le CECRL. Les profs sont souvent permanents, expérimentés, il y a une évaluation continue. Donc pour quelqu'un qui cherche quelque chose de sérieux, de rigoureux, peut-être pour préparer un diplôme comme le DELF ou le DALF? C'est tout à fait ça. C'est la voie royale pour un apprentissage académique solide. Mais parfois, on entend dire sur les forums, justement, que certaines grosses structures, comme l'Alliance française, parfois, ça peut faire un peu usine, non? C'est un risque aussi avec les CCFS. C'est une bonne question. C'est vrai que la taille des classes est important. Au CCFS, ils annoncent des groupes de 10-15 personnes, ce qui reste raisonnable pour ce type d'endroit.
D'accord. Mais c'est sûr que si on cherche une interaction très, très personnalisée, il y a d'autres options. Comme quoi, par exemple? Il y a des écoles plus petites, parfois spécialisées dans la conversation. J'ai vu Frenchy Conversation, par exemple. Eux, ils ciblent plutôt les expatriés, les jeunes au pair, Ah oui. et ils font des mini-groupes, genre 2 à 7 personnes. C'est pas du tout la même ambiance, ni le même objectif d'ailleurs. D'accord. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Soit la structure académique, la reconnaissance, soit l'aisance à l'oral plus rapide pour la vie de tous les jours. Exactement. Et il y a une troisième voie, importante aussi, surtout pour le budget, Mhm. c'est les cours qui sont proposés par la Ville de Paris. Gratuits ou vraiment pas chers. Ça, c'est intéressant. C'est quoi comme cours? Alors, il y a les cours d'adultes de Paris, les CAP, c'est assez structuré dans plein d'endroits. Il y a aussi les centres Paris-Anime, c'est peut-être un peu plus convivial. Mhm. Et puis on trouve des ateliers dans les bibliothèques, souvent pour l'oral, ou les ateliers sociolinguistiques, les ASL, qui sont très concrets pour le français pratique du quotidien. Et comment on trouve tout ça? Il y a un site super utile pour ça, c'est Réseau Alpha. Ça recense pas mal de ces formations, gratuites ou payantes, en Île-de-France. D'accord. Réseau Alpha, c'est bon à noter. Mais est-ce que ces cours municipaux, ils sont aussi efficaces que les écoles payantes? J'imagine que c'est moins intensif. L'intensité, c'est sûr, c'est pas la même. Les objectifs non plus, d'ailleurs. Les écoles payantes comme Accor Langue, Lutèce Langue ou les ateliers Eiffel qu'on a mentionnés, Oui. elles proposent souvent des formules intensives, semi-intensives. Elles ont des méthodes spécifiques. Parfois, elles insistent sur la phonétique, comme au CCFS, ou elles intègrent des activités culturelles. Comme le programme des ateliers Eiffel, là, français plus découverte culturelle. Voilà, c'est ça. 20 leçons de français par semaine, plus 3 activités culturelles. Bon, faut déjà un niveau A2, et c'est assez cher pour une semaine, mais ça existe. Et ces écoles préparent aussi aux examens, j'imagine. Le TCF, le DELF. Oui, c'est souvent un gros avantage des écoles payantes. Elles sont rodées pour préparer ces certifications. Le TCF, par exemple, il faut souvent un niveau A2 pour la carte de résident. Et le DELF B2, c'est un peu le sésame pour pas mal d'études ou de boulot. C'est un objectif courant. Donc au final, pour choisir, c'est vraiment une question de budget, de temps qu'on a et de ce qu'on veut en faire. Parler vite, s'intégrer, avoir un diplôme. C'est exactement ça. Et un bon réflexe, c'est de vérifier si l'école a le label qualité FLE. Ah oui, ça garantit quoi ce label? Ça garantit un certain niveau de qualité sur l'accueil, les locaux, la gestion, les profs, les formations. C'est un gage de sérieux, disons. D'accord. Mais au-delà du label, le mieux, c'est peut-être d'essayer. Le conseil de Frenchy Conversation sur la leçon d'essai, c'est pas mal, non? Ah oui, c'est essentiel. Il faut sentir si la méthode, l'ambiance, le prof, ça nous correspond. C'est très personnel, l'apprentissage d'une langue. Oui, on voit d'ailleurs sur Reddit des avis très variés. Certains n'aiment pas trop l'immersion pure sans grammaire. Oui, ou d'autres qui adorent des écoles comme Clé, à Tours, ou ILA, à Montpellier, même si c'est pas Paris, justement, pour les petits groupes, la flexibilité. Ça montre bien qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Tout à fait. Bon, une fois qu'on a choisi son cours, comment on fait pour que ça marche vraiment, pour que ça rentre? J'ai vu que Français Authentique, par exemple, insiste beaucoup sur ce qui se passe en dehors de la classe. Oui, c'est fondamental. C'est pas tout d'aller en cours. Leur approche, elle repose sur plusieurs idées clés. D'abord, l'écoute active. C'est-à-dire? Écouter beaucoup de français, mais du français authentique. Pas juste les dialogues des manuels. Et surtout du contenu qui nous intéresse et qui est à peu près à notre niveau. Si on comprend 70-80%, c'est bon signe. Mhm. Et ensuite? Le plus dur souvent, oser parler. Ah mais oui, c'est le deuxième pilier, pratiquer régulièrement. Faut se jeter à l'eau, même si c'est juste pour dire bonjour ou commander un café au début. Il y a des techniques pour aider. Oui, il y a des trucs comme le shadowing, répéter ce qu'on entend pour imiter la prononciation, l'intonation, travailler les virelangues aussi pour l'articulation, essayer de penser en français, de résumer un petit truc qu'on a lu ou vu. Ça ancre la langue différemment, j'imagine. Exactement. Et puis, bien sûr, l'immersion. Profiter d'être à Paris. Oui, sortir, aller au musée, au ciné, même faire ses courses, comme on disait. Tout devient une occasion d'apprendre. C'est ça. Mettre son téléphone en français, écouter de la musique, regarder des films en VO sous-titrés en français, et surtout, l'état d'esprit. C'est-à-dire? Accepter de faire des erreurs. C'est normal, c'est même nécessaire pour progresser. Viser l'amélioration, pas la perfection.
Et voir le français comme un outil pour communiquer, pour rencontrer des gens, pas juste une matière à l'école. Voir la langue comme un pont, c'est une belle image. Bon, alors on a choisi le cours, on a la bonne mentalité, mais avant de flâner dans Paris, il y a l'administratif. Et ça peut faire un peu peur quand même. Oui, c'est souvent le côté moins glamour de l'aventure. La checklist de Campus France est très bien faite, mais il y a quelques points vraiment cruciaux. Lesquels surtout, Sam? Déjà, bien avant de partir, le logement. C'est la priorité numéro 1 à Paris. Il faut s'y prendre très tôt. Même réserver un truc temporaire pour les premiers jours, c'est une bonne idée. Et pour les étudiants hors Europe, le visa, bien sûr, faut anticiper. Oui, au moins un mois avant. Et puis, le conseil de Campus France que je trouve génial, une semaine avant, on scanne ou on photographie tous ces papiers importants. Passeport, visa, inscription, réservation logement, acte de naissance traduit. Et on se les envoie par mail? Exactement. C'est une assurance vie en cas de perte ou de vol. Ça, plus penser à sa carte bancaire, avoir un peu de liquide, des détails, mais importants. Ok, ça c'est avant. Et quand on arrive d'In, la première semaine, c'est le marathon des Sky. C'est souvent intense, oui. Il y a une étape un peu surprenante, c'est la CVSC. Ah oui, la contribution vie étudiante et de campus. J'allais en parler. 105 € par an, c'est ça? Oui, et il faut la payer en ligne sur cvec.etudiant.gouv.fr, avant même de pouvoir finaliser son inscription à l'université ou dans la plupart des écoles. Ah d'accord, c'est un prérequis. Et c'est obligatoire pour qui? Pour quasiment tous les étudiants inscrits en formation initiale. Il y a des exceptions, comme les boursiers du gouvernement français, les réfugiés, mais même eux doivent faire la démarche en ligne pour avoir une attestation d'exonération. Et ça sert à quoi cet argent? Concrètement, ça finance les services d'accueil, la santé pour les étudiants, le sport, la culture sur les campus. C'est pour améliorer la vie étudiante. D'accord. Une fois qu'on a cette attestation de CVSC, on peut aller s'inscrire pour de bon dans son établissement. Voilà, on finalise l'inscription administrative, on paie les frais de scolarité et on récupère sa carte d'étudiant. L'étape suivante, souvent recommandée, c'est d'ouvrir un compte en banque français. C'est indispensable? C'est très utile, oui, pour payer son loyer, ses factures, recevoir d'éventuels salaires si on travaille un peu, les remboursements de la Sécu. Et si jamais une banque refuse d'ouvrir un compte, ça peut arriver? Normalement, avec les bons justificatifs, pièce d'identité, justificatif de domicile, même temporaire au début, attestation de scolarité, ça se passe bien. Mais si jamais ça bloque, Oui. il existe une procédure qui s'appelle le droit au compte. On peut saisir la Banque de France, qui va désigner une banque obligée d'ouvrir un compte de base gratuitement. C'est un droit, donc faut pas hésiter si besoin. C'est bon à savoir, ça. Et après la banque, il y a une étape absolument critique pour les étudiants non européens, je crois. Ah oui, cruciale et urgente. La validation du visa long séjour valant titre de séjour, le VLS-TS. Ça se fait comment? Ça se fait en ligne sur le site administration-étranger-enfrance.intérieur.gouv.fr. Et il faut le faire tout de suite après l'arrivée en France. Pourquoi si vite? Parce que ce visa, il doit être validé dans les 3 mois. Si on ne le fait pas, on se retrouve en situation irrégulière. Et surtout, cette validation est indispensable pour pouvoir ensuite s'inscrire à la Sécurité sociale et voyageurs de France. D'accord, donc CVS, inscription, banque et validation du visa en ligne. C'est le quartier gagnant de la première semaine. C'est un peu ça, oui. Et ça débloque la dernière étape administrative majeure, l'inscription à la Sécurité sociale. Comment ça se passe? C'est différent pour les Européens et les autres? Oui. Les étudiants de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de Suisse, ils utilisent leur carte européenne d'assurance maladie, la CAEM. Ils n'ont pas d'inscription spécifique à faire en France pour la base. Et pour les étudiants non européens? Pour eux, l'inscription à la Sécurité sociale française est obligatoire et gratuite. Ça se fait aussi en ligne, sur le site étudiantétranger.amelie.fr. Et il faut attendre quoi pour pouvoir le faire? Il faut d'abord être inscrit dans son établissement et avoir validé son VLS-TS. C'est pour ça que la validation du visa est si urgente. D'accord. Et une fois inscrit à la Sécu, on reçoit la carte vitale? Oui, après un certain délai, on reçoit son numéro de sécurité sociale définitif, puis on peut commander sa carte vitale. C'est elle qui permet d'être remboursé plus facilement pour les frais médicaux. Mais attention, la Sécu ne rembourse pas tout, c'est ça? Non, effectivement. Par exemple, une consultation chez un médecin généraliste conventionné secteur 1, c'est ce qui applique le tarif de base, ça coûte environ 25 €.
La Sécu rembourse à peu près 70% de cette somme, moins 1 euro de participation forfaitaire. Donc il reste quand même une partie à notre charge. C'est ça, d'où l'intérêt de prendre une mutuelle étudiante, une complémentaire santé, pour couvrir tout ou partie de ce qui reste à payer. D'accord. Bon, ce marathon administratif, il est dense, c'est clair, mais si on suit bien les étapes, CVC, inscription, banque, validation visa, Sécu, on devrait s'en sortir. Oui, en étant organisé et en s'y prenant tôt, ça se fait. Une fois tout ça réglé, on peut enfin penser à s'installer plus durablement. Le logement et le coût de la vie à Paris, on sait que c'est cher. Le logement, c'est clairement le poste de dépense le plus important. Les chiffres qu'on voit, c'est autour de 1 300 € par mois en moyenne à Paris, contre peut-être 950 ou 1 000 € en province. C'est une grosse différence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? La coloc, c'est la solution miracle? C'est une solution très populaire en tout cas. Pas seulement pour le budget, mais aussi pour rencontrer du monde, s'intégrer plus vite. Et les résidences du Crous? C'est le Graal, non? Pas cher, mais difficile à avoir. Pour un logement à l'année, oui. C'est très demandé et les places sont limitées, surtout à Paris. Mais le Crous, il faut savoir qu'il propose aussi des hébergements pour des courts séjours. Ah bon? Pour qui? Ça peut être à la nuit, à la semaine, au mois. C'est ouvert aux étudiants, bien sûr, mais aussi aux stagiaires. Ils ont même une priorité s'ils font un stage de plus de 2 mois entre janvier et août. Et parfois même aux jeunes actifs, sous certaines conditions. Et comment on demande ça? Tout se passe en ligne, sur le site messervices.etudiant.gouv.fr. C'est une piste à explorer, même si c'est juste pour dépanner au début. Et niveau aide financière pour le logement, il y a des choses? Oui, il y a principalement les aides de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. L'APL, l'aide personnalisée au logement, est accessible aux étudiants étrangers à condition d'avoir un titre de séjour en règle et de ne pas dépasser certains plafonds de ressources. D'accord. Et j'ai entendu parler de Visal aussi. Oui, Visal, c'est une garantie locative gratuite. C'est très utile si on n'a pas de garant en France, ce qui est souvent le cas pour les étudiants étrangers. Ça rassure les propriétaires. Et un conseil qu'on entend souvent? Chercher en banlieue? Oui, en proche banlieue. Les loyers peuvent être nettement moins chers et Paris est très bien desservi par les transports en commun. Justement, les transports. Là, il y a une bonne nouvelle pour le budget étudiant, non? Ah oui, énorme! Le pass Navigo annuel pour les étudiants, qui s'appelle Imagine Air, coûte 342 € pour l'année, alors que le tarif normal est à plus de 800 €. C'est une sacrée économie pour voyager en illimité dans toute l'Île-de-France. Carrément. Et il y a aussi des tarifs réduits sur les vélos en libre-service, genre Vélib. Ok, logement et transport, on voit les astuces. Et pour manger, on compte combien par mois? On estime souvent autour de 300 € par mois. Mais là encore, il y a un allié de taille, le Crous, et ses restaurants universitaires, les RU. Ah oui, les fameux RU. C'est toujours aussi bon marché. Oui, le repas complet est à 3,30 €. Et depuis quelque temps, il y a même un tarif social à 1 € pour tous les étudiants, appliqué automatiquement. Pour tout le monde? Pas seulement les boursiers? Oui, pour tous les étudiants. C'est vraiment imbattable pour manger équilibré sans se ruiner, quand on sait qu'une simple baguette coûte 1 € et un café au comptoir peut-être 2 €. C'est clair. Bon, la santé, on a vu, Sécu plus mutuelle. Et les loisirs. Paris, ça peut vite coûter cher si on veut sortir, non? Ça peut, mais il y a énormément de réductions et de gratuités pour les étudiants. Les cinémas, c'est souvent autour de 6 à 8 € avec la carte étudiant. Et les musées? Les musées et monuments nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans qui résident dans l'Union européenne. Ça ouvre des possibilités incroyables. Ah oui, quand même. Et le théâtre, les concerts? Pour le théâtre, on peut trouver des places dès 10 €, surtout avec les tarifs jeunes ou de dernière minute. Les piscines municipales, c'est autour de 3 € l'entrée. Franchement, Paris offre une richesse culturelle et de loisirs qui est souvent très accessible avec un statut étudiant. Donc si on résume ce chapitre budget et coût de la vie, oui, Paris c'est cher, le logement pèse lourd, Mais avec les aides comme la CAF ou Visal, les bons plans du Crous pour manger et parfois se loger, en visant la coloc ou la banlieue et en profitant à fond des tarifs étudiants pour les transports et les loisirs, ça reste un projet gérable financièrement. Mm. Surtout si on compare avec d'autres grandes capitales comme Londres ou New York. tout à fait. Ça demande de la planification, de bien chercher les infos, mais c'est loin d'être impossible. Justement, pour chercher ces infos, ces aides, ces bons plans, quelles sont les ressources, les outils vraiment incontournables? On a déjà cité quelques noms. Oui, alors Campus France, c'est vraiment la base. Leur site web est une mine d'or, avec la checklist des démarches, plein d'infos pratiques. Et ils ont aussi une application mobile, Immersion France.
Elle sert à quoi cette appli? Elle aide notamment à trouver des centres de langue qui ont le label qualité FLE dont on parlait tout à l'heure, et elle permet de découvrir les différentes régions françaises si jamais on hésite sur la destination. D'accord. On a aussi mentionné le réseau Alpha. Oui, très pratique pour chercher spécifiquement des cours de français, gratuits ou payants, à Paris et en Île-de-France. C'est un moteur de recherche dédié. Et pour pratiquer la langue, échanger avec des gens. Là, des communautés en ligne comme SpeakMeters peuvent être utiles, ou les ressources de sites comme Français Authentique pour continuer à s'immerger. Et sur place, à Paris? Faut pas hésiter à aller voir dans sa mairie d'arrondissement ou dans les maisons de la vie associative et citoyenne, les MVAC. Parfois, ils ont des infos, des ateliers. Les bibliothèques municipales aussi, on l'a dit, proposent souvent des activités gratuites pour pratiquer le français. Et bien sûr, le Crous. On en a beaucoup parlé pour le logement et les repas, mais c'est plus que ça, non? Ah oui, largement. Le CRUS, c'est aussi l'interlocuteur pour les bourses, même si les bourses sur critères sociaux sont surtout pour les Français et certains Européens, mais aussi pour des aides sociales ponctuelles en cas de difficultés financières. C'est vraiment l'organisme central de la vie étudiante. D'accord. Donc bien connaître ces différents acteurs, Campus France, Crous, Réseau Alpha, les services municipaux, ça peut vraiment simplifier les choses. Ça fait gagner un temps fou et ça évite pas mal de stress, oui. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, je crois. On a parlé du choix important du cours, des étapes un peu complexes de l'installation, de comment gérer son budget et trouver un logement, et des ressources utiles. Si on devait synthétiser l'essentiel en quelques mots. Je dirais que pour réussir son projet d'apprendre le français à Paris, il faut 3 choses principales. D'abord, une bonne préparation. Bien choisir son cours, anticiper les démarches, prévoir son budget. Logique. Ensuite, Trouver le bon équilibre, c'est-à-dire combiner l'apprentissage sérieux en classe avec une immersion active et curieuse dans la vie parisienne. Faut pas rester que dans les livres, ni que faire la fête, quoi. L'équilibre entre structure et spontanéité. c'est ça. Et le 3e point, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Profiter à fond de tout ce que Paris offre, culturellement, humainement. Ne pas avoir peur d'aller vers les autres, de faire des erreurs. Préparation, équilibre et curiosité, c'est une belle feuille de route. Finalement, venir apprendre le français à Paris, c'est un défi, c'est sûr, mais c'est surtout une aventure incroyable et tout à fait réalisable. C'est un peu ça le message, non? Absolument. Une aventure où la langue n'est pas juste un but en soi, mais un moyen de vivre une expérience unique. Exactement. Et pour conclure, peut-être une petite question à laisser en suspens, une question un peu plus personnelle pour ceux qui nous écoutent et qui rêvent de cette aventure. Oui. Au fond, quand on y pense, au-delà des cours bien structurés, des exercices de grammaire, des visites au Louvre ou à la Tour Eiffel, quelle pourrait être cette rencontre inattendue au coin d'une rue, cette petite conversation à la boulangerie en achetant son croissant, ou cet échange de regards dans le métro qui, avec le recul, se révélera être le moment d'apprentissage du français le plus fort, le plus authentique de tout le séjour. C'est une très belle question. C'est vrai que souvent, l'apprentissage se cristallise dans ces moments-là, ces petits déclics. Ces instants de grâce un peu imprévus, où soudain, la langue devient vivante, humaine. Exactement. Ça laisse à réfléchir en tout cas. De quoi méditer en arpentant les rues de Paris peut-être.